Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Jean Ferré assisté de Marie-Vonne, document d'archives du 12 mai 2003, rediffusé dimanche 20 mars 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous revoilà avec les mêmes, et dans le sens des aiguilles d'une montre dans le studio, Marie-Vonne que vous venez d'entendre, Jacques Dupaquier de l'Institut, Henri Amouroux de l'Institut, Jacques Hers, professeur honoraire à la Sorbonne, Jean Sévilla, journaliste historien, et si tout va bien au bout du fil, Jean Dutour de l'Académie française. Allô ? Allô, oui ? Ah ! Je suis très intimidé d'être dans un appareil à réopage. Enfin, il est avec j'ai mon brave amoureux qui est là, qui m'aime bien. Et qui m'a soutenu quand on faisait les fous à François. Oui. Je peux vous dire qu'à mon avis, tout le monde vous aime bien dans le studio. Ah bon ? Vous avez même la majorité absolue. Ah bah formidable. Alors ça c'est pas mal, je suis assez content de ça. Alors, figurez-vous que nous sommes réunis pour parler de l'historiquement correct. Oui, c'est un beau sujet. Et que M. Sévilla a publié un livre là-dessus. Oui, un très beau livre. Et un livre qui va embêter pas mal de monde. Ah bah oui, puis aussi bien dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Hein. Voilà, et qui va faire plaisir à d'autres, dont nous sommes. Oui. Alors nous serions intéressés par vos observations sur l'historiquement correct. Oh bah ça a toujours existé, ça, l'historiquement correct. On a toujours fait servir l'histoire à des buts politiques. Tenez par exemple Jeanne d'Arc, c'est tout à fait passionnant la façon dont Jeanne d'Arc tantôt est quelqu'un, tantôt est personne. Elle n'était plus personne à la fin du règne de Charles VII, et puis tout à coup, Louis XI a eu besoin d'elle, et puis on s'est servi de Jeanne d'Arc. Et puis elle est retombée, et puis tout d'un coup, elle a réémergé à la Révolution, et ainsi de suite. Mais... Non, je crois que l'historiquement correct, enfin nous avons un exemple d'historiquement correct avec l'encyclopédie soviétique, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand un type avait cessé d'être de plaire, son nom disparaissait du dictionnaire. On coupait même la photo. On coupait même la photo, tout. Eh bien, c'est pas nouveau du tout. Vous trouvez exactement la même chose dans la Russie en 1839 d'Astolphe de Custine, qui explique comment on extrait des gens qui ont cessé de plaire de l'encyclopédie russe de cette époque. Et c'était Nicolas Ier qui était le tsar. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait de la multiplication des livres, des maisons d'édition, la baisse du prix de vente des livres, qui est, je ne sais pas, le 20e ou le 30e de ce qu'il était il y a 200 ans, la radio, la télévision, les journaux, donnent à l'historiquement correct une chance plus grande de... Oh, bah forcément, il y a plus de diffusion. Mais vous savez, qui s'intéresse tellement à l'histoire, à part M. Sévilla et nous? Il y a beaucoup de monde. Oui. Je crois au contraire, Jean, que beaucoup de gens s'intéressent à l'histoire. Beaucoup de Français s'intéressent à l'histoire. Ils s'intéressent à l'histoire anecdotique. Ah, pas tellement, avec non. Avec qui Louis XV couchait-il en 1753. Non, pas tellement, pas seulement. Et puis il y a les enfants à qui on donne des livres d'histoire scolaire. Ça c'est passionnant. Par exemple, quand je compare je sais pas, je ne regarde pas beaucoup, mais enfin, on peut quand même comparer. Moi, mon Malais Isaac, mes manuels d'histoire Malais Isaac, quand j'étais gamin, c'était Malais Isaac, c'était deux bons radicaux socialistes, probablement un peu francs-maçons sur les bords. Mais enfin, c'était la France éternelle, partout, tout le temps. Et puis maintenant, c'est plus du tout la France éternelle, c'est la France temporaire ou la France très passive. C'est la France remise en question en permanence. La France remise en question à chaque instant. Vous savez, tout ça varie avec les époques. On ne sait pas du tout comment on se servira de l'histoire dans 50 ans. Je voudrais faire une proposition et savoir ce que vous en pensez. Oui. En général,
on ne garde pas ces livres scolaires, surtout ces livres du primaire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas les récupérer? Est-ce que des libraires d'occasion ne pourraient pas se spécialiser dans les livres scolaires, surtout dans les livres d'histoire? Je crois que ça existe. Oui, oui, oui. Oui, qu'elle dit. C'est Marie-Vonne qui dit oui, oui. Il y a même sur les quais en face de Notre-Dame, enfin, de l'autre côté, il y a une spécialiste de livres d'histoire. Ah ouais. Oui. Eh bien, est-ce que un monsieur qui est grand-père, par exemple, ne pourrait pas récupérer le livre d'histoire qu'il a eu en dernière année du primaire, disons en septième, prendre le livre qu'avait son fils en septième, le livre d'histoire, et prendre le livre qu'a aujourd'hui son petit-fils en septième et les comparer? Oui. Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Ça serait très intéressant pour des esprits comme les nôtres. Mais je crois que les gens qui sont dans le siècle, comme on dit en termes ecclésiastiques, je ne sais pas si ça les intéresserait autant. Jacques Dupaquier n'a pas l'air d'accord. Oui, pas tout à fait tout de même. Il y a une énorme différence entre les livres d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. C'est que les livres d'autrefois étaient des récits et tout était ordonné dans un sens chronologique, ce qui permettait aux enfants de savoir que Charlemagne n'était pas un contemporain de Louis XIV. Voilà, et on est passé à l'histoire thématique il y a une vingtaine d'années, avec évidemment un Salmier-Gondy incroyable, au point que mon ancien président Braudel, qui avait contribué à vouloir rénover l'enseignement de l'histoire, était scandalisé lui-même de ce qu'on enseignait aux élèves. Il ne reconnaissait plus ses enfants. Oui, parfaitement. D'ailleurs, Braudel m'en avait parlé assez souvent de ça. D'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un a dit, je crois quand même que c'était pour rigoler, mais j'en suis pas sûr, en tout cas je l'ai entendu, qu'un enfant avait dit que 1515, c'était la rencontre de Louis XIV et de Napoléon à Marignane. Ah ben oui, c'est pas mal. Nous sommes arrivés à un point tel que rien ne nous étonne aujourd'hui. Et puis il faut dire qu'enseigner dans certains lycées, c'est pas de latin. C'est pas de latin. Non, certainement pas. Certainement pas. Non. Il y a des professeurs qui manifestent, quelquefois ça agace beaucoup, avec raison, mais il y en a certains qui certainement vivent dans des conditions d'une difficulté dont nous n'avons aucune idée. Aucune idée. Car le problème, le mot respect, quand nous étions gosses, c'était un mot qui avait un sens profond. Il était imaginable de ne pas respecter ses professeurs, Aujourd'hui, ça n'existe absolument plus. Donc, et aujourd'hui, si vous engueulez le professeur, vous avez raison. Si le professeur vous engueule, il a tort. Alors bon, ça peut pas marcher. Oui, mais le professeur doit vous respecter si vous portez le voile musulman. Non, ce n'est pas la question du voile musulman. C'est résiduel, si vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on a inversé les valeurs. On peut plus. On n'a pas le droit d'être respecté. Il faut respecter celui qui vous est inférieur en âge, en connaissance, etc. Le jour où dans les universités, on a demandé aux garçons de bureau de venir faire partie du conseil d'administration et de gestion, ce jour-là, c'est un renversement total des valeurs. Non pas que les hommes ne soient pas respectables tous, mais ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes connaissances. On a voulu nier la qualité. On nie la qualité, mais la qualité, elle s'acquiert. Et il faut beaucoup de temps, souvent, pour l'acquérir. Alors, c'est ça, c'est cette confusion totale des gens qui amène à la pagaille à laquelle nous assistons. Il va y avoir des grandes manifestations. Bon, il y en a tout le temps, d'ailleurs. Bon. Lorsque les enfants voient leur professeur défiler, je ne suis pas sûr qu'en voyant la tenue de certains d'entre eux, ils respectent ceux qui défilent. C'est très juste. Très, très juste. Ouais. Moi, j'ai toujours été très envieux des écoliers d'aujourd'hui, parce que de mon temps, j'aime bien vous dire qu'ils ne faisaient pas la grève, les professeurs. Ils étaient là tout le temps. Oui. Oui, puis il y a les professeurs qui défilent, il y en a même qui font le contraire. Ouais. Mais... Qu'est-ce que vous racontez là? Rien. Bien, bon, d'accord. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Jacques Dupaquier tout à l'heure, concernant cette idée de comparer les livres scolaires. Mais je crois que peut-être qu'il serait intéressant, à la fois, que les enfants prennent conscience de ce qu'était l'histoire qu'on enseignait à leur grand-père au même âge, et découvrent ce qu'était l'histoire chronologique, et que les grands-pères prennent conscience des âneries qu'on apprend aujourd'hui à leurs petits-enfants. D'ailleurs, de toute façon, pas seulement leur grand-père,
les gens de l'Antiquité également, parce que quelle était l'histoire officielle à Rome? C'était Tite-Live, c'était pas Suétone. Hein. Il ne faut pas non plus idéaliser les manuels d'histoire des grands-pères. Ces manuels étaient aussi historiquement corrects. Je pense en particulier en ce qui concerne la Révolution française. Oui. Il est absolument évident qu'ils avaient été profondément influencés par le mot de Clémenceau. La Révolution est un bloc et par conséquent 89 devait faire avaler 93, comme s'il y avait une nécessité absolue que la Révolution se déroule comme ça. Je crois que justement, les historiens d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, montrent comment les choses se sont produites. Il y a eu, disait Furet, un dérapage de 89 à 93, mais on a tendance aujourd'hui à dire que le dérapage avait commencé dès l'été de 1789, si bien que, en fait, dans la Révolution française, il y a plusieurs moteurs. Un moteur, évidemment, la question religieuse, la question financière, la question constitutionnelle, la diplomatie, mais tous ces moteurs marchaient avec une seule essence, qui était l'essence idéologique. Il y a le mariage de Figaro en 1784. Oui, l'idéologie n'est pas née d'un seul coup, mais je persiste à penser que la révolution n'avait rien d'inévitable. Ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont fait la révolution, c'est la révolution qui a fait les révolutionnaires. Oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas du tout dire, je ne voulais pas du tout idéaliser les livres d'histoire du temps de l'enfance de mon grand-père. Je voudrais simplement qu'on les compare à ceux d'aujourd'hui pour voir que, un, la méthode n'est pas la même, et deux, le politiquement correct n'est pas le même. Car s'ils étaient en faveur de la Révolution, ils étaient aussi en faveur de la France. Or, aujourd'hui, ils sont au moins autant en faveur de la Révolution et ils ne sont plus en faveur de la France. C'est vrai. Il y a aussi une raison, c'est que les guerres étaient plus proches, la guerre de 14-18 était plus proche, et ça avait marqué, il faut le dire quand même. La guerre de 14-18 a été quand même un élément fédérateur, et il faut le rappeler. Moi, je vous écoute parce que tout ce que vous dites là, c'est très bien et c'est très juste. Et vous dites que je ne saurais le dire moi-même. Qui a dans le studio des questions posées à Jean Dutour? Jean Sévilla. Est-ce que Il y a pas de questions à me poser. Si, j'ai pas il est tout dans son histoire, dans son historicité. Oui. Est-ce qu'un romancier peut être historiquement correct? Oh, bah, bien entendu, exactement pareil. Comment un romancier peut-il ne pas être historiquement correct? Voilà. Je connais des tas de romanciers historiquement corrects. Ça, je sais, on pourra en citer des dizaines, mais oui. Vous, par exemple, quand vous avez écrit votre Bonaparte, quand vous avez refait l'histoire... C'est pas un roman, ça. Oui, c'est un essai, oui. Mais c'était une œuvre de fiction, quand même. Oui, quand j'ai écrit mon fait le maréchal von Bonaparte, j'ai envisagé un certain nombre de directions possibles, comme vous venez de le faire à l'instant, de directions possibles de la Révolution. De la non-révolution. 2 messages pour vous, Jean Dutour. Marie-Vonne va les lire. Un auditeur, cher maître, souvenons-nous que Jules Isaac n'a eu de cesse que de tenter de prouver que le nazisme était issu du christianisme. Ce n'est pas la France éternelle, ça? Bah oui, écoutez, je suis pas là pour défendre Malé Isaac. Non, sûrement pas, non. Mais enfin, je dois considérer que je ne connais Malé Isaac que par mes manuels d'histoire que j'avais au lycée Janson. Et Malé et Isaac, ils ne me racontaient pas d'histoire de nazis. Et cette auditrice vous attendait vainement, Jean Dutour, dimanche soir à la télévision, à l'émission de Michel Drucker avec Philippe Bouvard. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Parce qu'on ne veut pas inviter. Ah bon? C'est tout simple. Non, mais j'ai vu Bouvard et j'ai trouvé très bien. Oui, mais... Il a une telle habitude de oui. Mais si on ne vous a pas invité, c'est un oubli. C'est probable parce que Bouvard et moi, nous sommes des amis d'un demi-siècle à peu près. Hein. Alors il y a quelque chose que je ne veux pas oublier, c'est que depuis 2 ou 3 jours, dans les librairies, on trouve la réédition d'un livre de Jean Dutour, dont le titre est Les 5 à 7 de Fernand Doussin, publié par Plon. Ce livre a été publié la première fois en 1955. Je n'en ai lu que la moitié et j'ai été ébloui
par l'intelligence, la nouveauté du thème et de la méthode. Et, cher Jean Dutour... Oui, je ne sais plus quoi dire, là, je vais me cacher. Mais on en reparlera plus longuement dans une émission. Si vous en reparlez comme ça sera sans moi. Hein. Mais oui, parce que vous n'aimez pas les compliments. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été très, très, très étonné que ce livre qui est de 1955, je n'en avais jamais entendu parler. J'en ai parlé autour de moi à des amis qui m'ont dit non, on ne connaît pas. Ben voilà. Et comment ce livre, publié en 55, a-t-il pu passer inaperçu? Pourquoi est-ce que les livres passent inaperçus? Je crois que vous veniez de publier quelque temps plus tôt. Oui, j'avais publié l'année précédente Le Bombeur, qui avait été un formidable succès. Oui, qui a tout ébloui. Oui. Et alors, les gens s'attendaient à ce que j'écrive 10 fois Le Bombeur, 20 fois Le Bombeur, 30 fois Le Bombeur, c'était ça. Aux bons journalistes, aux bons députés, etc. Et puis je ne l'ai pas fait parce que ça m'embêtait. J'ai écrit une fois Le Bombeur, c'est terminé. Je passais à un autre genre d'exercice. Alors ça les a considérablement déconcertés que j'écrive un livre tout à fait différent du Bombeur, comme était ce Doussin, ces 5 à 7 de Fernand Doussin. Et ils m'en ont voulu parce que j'ai décollé une étiquette qui commençait déjà à prendre très bien sur mon dos. Et alors, j'ai pas eu beaucoup de presse. Enfin, j'en ai eu quand même. Et il y a un garçon de cette époque, un critique de cette époque, qui était un type très intelligent, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Stéphane Eke. Oh là là, oui. Les Guimbards de Bordeaux. Très brillant. C'était un grand ami. Voilà. Ah oui, moi je l'aimais beaucoup, Stéphane Eke. Enfin, je l'ai connu à cette occasion-là. Et il avait écrit un article absolument formidable sur Doussin. Il avait intitulé Le tombeau de l'homme de 30 ans. Ah, Stéphane Eke était un homme admirable. Ah, c'était un type épatant, Stéphane Eke. Un grand ami. Et qui a beaucoup de talent. Nous avons collaboré ensemble à plusieurs publications et il m'a fait l'honneur de collaborer à ma revue, c'est-à-dire depuis le premier numéro jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Stéphane Eke. Vous savez que quand il est mort, Stéphane Eke, il avait un de ses amis qui a été formidable, merveilleux avec lui, c'est Roger Nimier. Ah oui, il a eu ça. Qui allait le voir tous les jours. Il lui a tenu la main jusqu'à la dernière minute et qui était un type formidable, qui a été absolument épatant. Mais Jean, vous avez fait une émission, une très bonne émission, avec sur tous ces messieurs. Oui, et on a fait une émission avec l'auteur du livre sur les hussards. Je cherche le nom aussi. Excusez-moi. C'est pas Vendôme? Non, Ah non, Christian Millot. Voilà. Christian Millot. Go et Millot, j'allais oublier. Et on a fait une émission merveilleuse. On a parlé. Christian Millot, on l'a connu à cette époque-là. Moi, je l'ai connu à ce moment-là. Vous savez, Limier et moi, nous avions 2 bureaux contigus chez Gallimard. Nous étions ensemble et nous avons eu de grandes parties de rigolade tous les deux, car c'était un homme extraordinairement amusant et tout le temps plein d'idées, de canulars, de plaisanteries. Il était formidable, Roger Nimier. Et vous savez que les jours où Roger Nimier et Stéphane Eke ne se voyaient pas, ils échangeaient des pneumatiques. Oui. Eh bien, cher Jean Dutour, le quart d'heure est largement passé. Ah, ben, il a passé à toute vitesse. Hein. Avec vous, il passe toujours très vite. Je vous dis un grand merci pour cette intervention. Tout le monde vous remercie dans le studio. Merci quand même d'avoir parlé si gentiment de mon Doussin. À le 5 à 7 de Fernand Doussin aux éditions Plomb, on va en reparler. Merci. On va en reparler parce que c'est un sacré bouquin. Et puis, ça fait plaisir sûrement de retrouver un livre qu'on a publié il y a 50 ans. Ouais, bah ça, je l'avais pas tellement oublié, hein, quand même. Ben moi, ça m'est arrivé l'année dernière et ça m'a fait vachement plaisir. Merci. Bon, cher Jean Dutour. Eh ben alors, au revoir tout le monde. Au revoir, Jean. Bonsoir. Au revoir, mon cher amoureux. Au revoir, Jean Dutour. À bientôt. À la semaine prochaine. C'était la chronique radiophonique de Jean Dutour de l'Académie française. Messieurs, avant de revenir à notre thème, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, et Jean Sévilla sans doute aussi, avant de revenir à notre thème, l'extraordinaire importance de l'historiquement correct, je vais prier Marie-Vonne de lire, parce qu'elle les a pas lus déjà, de lire un nouveau paquet de messages qui vient d'arriver. Henri Amourou voudrait partir assez vite, mais je vous demande d'écouter ces messages et ayez la bonté de ne partir que lorsque vous aurez répondu. Le premier est à l'adresse d'Henri Amourou. C'est un vrai régal de vous entendre remettre les pendules à l'heure.
Un auditeur, comment en finir avec l'historiquement correct? Premièrement, en écoutant régulièrement Radio Courtoisie. Deuxièmement, en conseillant fortement à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir de se procurer 2 exemplaires du livre de Jean Sévillat. Le premier qu'ils garderaient dans leur bibliothèque, le deuxième qu'ils offriraient à un jeune ou à quelqu'un de leur entourage intéressé par l'histoire. Une auditrice, je remercie votre invité qui vient de parler du maréchal Pétain. J'ai sous les yeux le quotidien Le Matin de dimanche 4 août 1940. Le maréchal a dit « Il n'y aura plus de francs-maçons en France, un projet de loi va être établi tendant à la dissolution des sociétés secrètes. » Un auditeur, lorsque vous dites que l'historiquement correct s'inspire de l'actualité, vous oubliez de dire qu'en réalité, les personnes qui se battent pour imposer l'historiquement correct se battent avec des idées historiques, parfois très vieilles, mais contraires aux nôtres. Un auditeur, existe-t-il un ou plusieurs historiquement corrects? Qui dirige l'historiquement correct en France? Un auditeur, de quelle manière peut-on aborder objectivement certains sujets alors que des lois répriment la liberté de recherche historique, la loi Guessot? Un auditeur, à propos du livre de M. Sévillat, mentionnez-vous que la traite des Noirs n'a été rendue possible que par l'aide apportée par les roitelets noirs aux négriers européens? Un auditeur, quand donc, messieurs les historiens, parlerez-vous de la persécution des chrétiens depuis 2000 ans? Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Un auditeur, certains auditeurs n'envoient pas des messages sympathiques. Serait-ce le travail des officines? Non. Contrairement à ce qu'a dit une auditrice, le mot « correct » n'est pas un anglicisme. Ce qui est un anglicisme est l'expression « OK », déformation de « all correct ». Un auditeur, pourquoi en 1939, quand Hitler a attaqué la Pologne et la guerre déclarée par la France et la Grande-Bretagne à l'Allemagne, il n'a pas été fait de même quand la Russie a attaqué la Pologne en cette même année envers la Russie? Quelqu'un peut-il m'éclairer? Un auditeur, De Gaulle décorant Mimoun. Vous devez être fier pour votre pays. Mais mon pays, c'est la France, répond Mimoun. Bravo pour votre émission et notamment à M. Sévillat pour son livre Bienvenue. Mais qu'est-ce qui motive ceux qui s'acharnent à démolir la France? Quelques messages à l'adresse de Jean Ferré. Un auditeur, il y a autre chose à apprendre aux émigrés que l'histoire. Vous rêvez, Jean Ferré. Croyez-vous qu'il n'y a pas autre chose à faire? Un auditeur, Jean Ferré, ne pouvez-vous pas repasser vos émissions de 18h à 21h, de 18h, de 21h à minuit? Un auditeur, félicitations à Jean Ferré d'avoir invité Henri Amouroux, pour lequel j'ai énormément d'estime. C'est merveilleux de recevoir des gens civilisés. Un auditeur, compliment à Jean Ferré pour l'émission de ce soir, tant pour le sujet abordé que pour les invités reçus. Merci. Un auditeur, Jean Ferré a fait un très joli plateau ce soir, très complémentaire. Félicitations. Et enfin, un auditeur, merci pour votre bonne émission. Je voudrais savoir quand reviendra le général Gallois. Alors allons-y dans le sens des aiguilles d'une montre. Jacques Dupaquier, vos réponses. Je crois que c'est plutôt à Henri Amouroux de répondre sur les problèmes de la guerre. Pourquoi la France et l'Angleterre n'ont pas déclaré la guerre à l'URSS en 1939? C'est que lorsque l'URSS a envahi la Pologne, elles étaient bien embarrassées. Non. Et elles ont songé d'ailleurs. Elles ont songé. Il y a eu un projet absolument fou qui consistait à attaquer, parce qu'on ne voulait pas attaquer l'Allemagne, c'est assez curieux. D'ailleurs, nous avions déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, et puis on ne voulait pas tellement attaquer l'Allemagne. Et dans l'hiver 39-40, le grand sujet de passion des Français, ça a été la guerre de la Finlande. La Russie avait attaqué la Finlande, et la Finlande résistait tout à fait héroïquement. Et c'était la passion des Français. Ils faisaient la guerre par Finlande interposée. Alors, il y avait dans les états-majors un projet extraordinaire, extravagant, qui consistait à attaquer l'Allemagne par la Russie. On voulait attaquer les pétroles de Bakou
Nous n'avions pas d'aviation, mais on devait attaquer, bombarder les pétroles de Bakou. Et en bombardant les pétroles de Bakou, on a séché le ravitaillement allemand. C'était complètement volant. D'ailleurs, on n'avait personne pour le faire. C'était l'armée de Syrie dirigée par le général Weygand, et qui était une toute petite armée. Les Anglais avaient aussi une armée en Palestine, ça n'allait pas chercher très loin. Attaquer la Russie, quand on a vu que l'armée allemande n'est pas venue à bout de la Russie, on se demande ce qui serait passé. Alors ça, c'est le problème. Et je voudrais dire, puisque il y a quelque chose qui m'a frappé. Et une auditrice, je crois, a dit « les idées contraires aux nôtres ». Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ce qui est mauvais, ce n'est pas les idées contraires aux nôtres. Nos idées ne sont pas fatalement bonnes parce que ce sont nos idées. Ça serait trop facile et trop simple. Mes idées ne sont pas bonnes parce que ce sont mes idées. Je me trompe, je peux faire erreur quand je fais. Et je me suis réveillé, j'ai du papier, de crayon à côté de mon lit. Et alors, j'écrivais un chapitre dans lequel je mettais les communistes en question. Encore, je parlais des communistes. Je me suis réveillé vers 2h ou 3h du matin et j'ai écrit « Ne sois pas manichéen ». Il n'y a pas de raison d'être manichéen. Avec personne. Le journaliste, celui qui écrit, ne doit pas être téléguidé par son vote de l'année ou de l'année précédente ou de l'année qui va venir. Il ne doit pas être téléguidé par son vote, il ne doit pas être téléguidé par ses opinions. Il y a des choses, je ne suis pas communiste, naturellement, enfin je ne suis pas communiste, mais il y a des gens qui se sont admirablement conduits. Et je ne veux pas me déshonorer en disant qu'ils ne sont pas bien conduits, car c'est moi qui me déshonore. Il y a des choses qui sont bien, il y a des gens qui sont bien, des doctrines que je juge mauvaises, mais à l'intérieur de doctrines mauvaises, il y a des hommes bien. Il y a des hommes parfaitement respectables et même admirables. J'admire les livres, les lettres de Destienne-Dorf, et on devrait les donner en lecture dans les écoles. Mais il y a des lettres de communistes d'un homme qui s'appelait le docteur Agnès, d'ailleurs, bon, tout ça me revient en mémoire, qui sont très belles, qui sont de la même qualité d'âme, à ce moment-là. Bon, c'est cela qui importe, c'est la qualité d'âme des hommes. C'est pas les honneurs, c'est pas le fric, c'est pas la position sociale. La ligne de démarcation, c'est l'estime ou l'absence d'estime. La véritable ligne de démarcation, pour moi, c'est l'estime ou l'absence. C'est pas le parti politique. C'est pas mes idées. Mes idées ne sont pas bonnes, et les idées contraires aux miennes ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont contraires aux miennes. C'est infiniment plus compliqué que cela. Et la passion de l'historien, c'est de n'être jamais satisfait, de toujours essayer de creuser davantage, d'aller plus loin, de comprendre, se mettre en situation pour essayer d'expliquer et de faire comprendre à ceux qui le lisent, et faire comprendre à ceux qui le lisent que c'est très compliqué, très complexe. C'est la complexité. Le mot essentiel, c'est la complexité de l'époque. D'autres réponses ? Pardon ? Non, je pourrais répondre pendant très longtemps, mais je vais partir. Jacques Kers ? Oui, très rapidement, deux questions, si vous voulez. Un auditeur parle du trafic des esclaves, des Noirs. Bien entendu, l'affaire est pour le moment occultée. On en parle très peu, mais on en parlera de plus en plus. Effectivement, je viens moi-même de publier un livre sur la question, et je dois dire qu'on en parle d'une façon, à cause d'une raison très particulière, c'est que ce sont les historiens africains eux-mêmes qui ont développé la question. Les Français seraient restés, n'est-ce pas? Pour eux, il n'y avait que La Rochelle, Nantes et Bordeaux. Oui. Mais maintenant, nous avons, grâce au courage de ces gens-là, et il y en a deux que je connais particulièrement, qui ont, eux, fait de l'histoire, ce qui n'était pas tellement facile, je vous prie de le croire, dans leur pays. Alors l'autre question, et ça rejoint un peu la même chose, il s'agit toujours de liberté de recherche. Bien sûr, nous avons des lois, il y en a une, on en a cité une, je crois qu'il y en a 3. Ce n'est pas le plus grave. Ces lois-là, je veux être très pessimiste, ces lois-là sont ciblées. Il y a telle ou telle chose, on ne doit pas en parler. Mais ce qui, dans l'université actuellement, et ça il faudrait plus d'1 heure pour en parler, ou à peu près, se met en place un système de canalisation de la recherche. Écoutez-moi bien, il est entendu que tel que les choses se présentent, l'on ne pourra, dans un cadre universitaire avec des perspectives de carrière normales, choisir ces sujets de recherche. Ceci est en place. Ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui déjà. Et déjà hier. Ah. C'est certainement vrai. Il y a des sujets tabous et il y a l'autocritique.
On s'interdit d'écrire certains mots, on s'interdit de traiter certains sujets. C'est évident. Déjà. Mais ce n'est pas cela seulement, monsieur, c'est que si vous... Je résume très vite, excusez-moi, j'ai soulevé le lièvre, enfin c'est un auditeur qui l'a fait. Vous ne pouvez faire actuellement de thèse, ou vous ne pouvez diriger de thèse que si vous faites partie d'une équipe. Or, ces équipes doivent être agrémentées par le ministère qui définit les libellés d'équipe. Mais vous avez à partir de là, donc, si vous êtes hors des libellés autorisés, vous ne ferez pas de thèse. Vous avez raison. Il y a quelques années de cela, 3-4 ans, cher Jacques Dupaquier, un de nos confrères, Alain Besançon, a fait, au nom de notre Académie des sciences morales et politiques, le discours lors de la rentrée des 5 académies. Donc chaque académie fait un discours et c'est toujours sur le même thème. Chacun fait comme c'était la rédaction, le problème d'arithmétique à résoudre. Chacun fait le même thème, traite le même thème à sa façon et en fonction naturellement de son académie. Et il a fait presque scandale. Et il y a eu des problèmes au sein même d'ailleurs, puisque nous avons une lecture commune. Lorsqu'on fait un discours, c'est lu entre les confrères qui vont parler. Il y a eu une petite émotion, dirais-je. Et pour quelle raison? C'est parce que Alain Besançon avait dit, quand même, je suis étonné, j'ai fait des recherches. Dans tel titre de journal, le mot camp de concentration nazi est cité tant de fois dans l'année, et le mot goulag n'est jamais cité, ou est cité 2 fois ou 3 fois. Et ça a presque fait scandale qu'ils disent le mot goulag n'est pas cité. Un des grands mensonges, historiquement, c'est l'histoire Kravchenko. L'affaire Kravchenko, c'est un des phénomènes extravagants. Kravchenko, je pense quand même que les auditeurs de Radio Courtoisie, je suis sûr qu'ils se souviennent, ils savent, c'est l'histoire de Kravchenko, ce qui avait écrit « J'ai choisi la liberté » à la fin de la guerre, puisqu'il était aux États-Unis, il était agent soviétique aux États-Unis, travaillait dans une mission soviétique, il choisit la liberté, il écrit, et pendant les procès qui ont eu à Paris, c'était des véritables procès de Prague, les procès qui ont eu à Paris, les gens s'obstinaient à nier les goulags, le nier. Et il y a quelques années de cela, 5-6 ans peut-être, un avocat a dit « je mentais », un avocat qui plaidait contre Kravchenko, a écrit un livre, et il a écrit « je mentais et je savais que je mentais ». Il a eu l'honnêteté d'écrire « je mentais et je savais que je mentais ». Il y a eu ça, il y a eu cette défense d'une muraille de Chine, si j'ose dire en parlant de la Russie, cet établissement d'une muraille de Chine, on ne veut pas connaître la vérité on ne veut pas la connaître, donc elle n'existe pas. Et Besançon, souvenez-vous, a fait, non parce qu'il a été très applaudi, mais on a presque honte de le dire, c'était courageux de dire ce qui était une banalité. On ne parle pas du goulag, eh bien il est courageux de dire on ne parle pas du goulag. C'est courageux. C'est scandaleux. Oui. Il est scandaleux que ce soit courageux. Oui, ce qu'on lui reprochait surtout à Besançon, c'était d'avoir utilisé le mot de totalitarisme pour recouvrir la réalité hitlérienne et la réalité soviétique. Ça ne pouvait pas passer, mais ça a été très loin. On a essayé de l'empêcher de parler. Il a fallu toute l'autorité du chancelier pour que ami, ça... Je sais bien, je sais bien, mais je n'ai pas voulu... Vos réponses aux questions, Jacques. Moi, j'ai terminé. Jean Sévilla, vos réponses aux questions. Une réponse très, très courte à une question précise qui m'était adressée, la question de la traite des Noirs, qui vient d'ailleurs d'être évoquée en 2 mots par Jacques Hers. Oui, cette question est traitée dans mon livre. Il y a un chapitre de mon livre consacré à cette question. Il y a 2 idées reçues à propos de la traite et de l'esclavage des Noirs contre laquelle l'historiquement correct, 2 idées historiquement correctes contre laquelle je suis un petit peu parti en guerre. Premièrement, on attribue l'abolition de l'esclavage à Victor Schœlcher, 1848. En réalité, ça a été la résultante d'un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. La Révolution avait brièvement aboli l'esclavage, mais avec des arrière-pensées économiques et non pas humanitaires pour embêter les Anglais. Et puis ensuite, l'idée a fait son chemin sous Napoléon, sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet. Et le décret de 1848 n'est pas en fait le fruit de la Révolution de 48, il est le fruit du travail fait par l'administration, et notamment l'administration de Louis-Philippe. Il était président de commission, Schœlcher. Bien sûr. Président de la commission. Bien sûr, mais il a travaillé sur des dossiers qui avaient été établis par l'administration de Louis-Philippe. Deuxième idée
importante, c'est qu'en effet, mais là-dessus Jacques Herz vient d'en dire un mot, s'il doit y avoir repentance, elle ne doit pas seulement concerner les Occidentaux, parce que ce sont des Noirs qui vendaient leurs frères de couleur, et aujourd'hui cette face, cet aspect de la question est oublié. Mais pas seulement, parce qu'on masque tout à fait la traite orientale, bien évidemment, qui a été en volume aussi importante que la traite atlantique, et cette traite orientale a été faite fondamentalement par les Arabes. Et puis il y a une traite moins importante quantitativement dont on ne parle pas, ce sont les captures de chrétiens en Méditerranée par les barbares. C'est autre chose. Mais à propos des Noirs, vous avez la traite saharienne aussi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas rien. Non, je n'insistais pas sur ces questions parce que j'aurais voulu répondre en 20 secondes. Mais non, ça, il faut en parler. Il y a des livres sur cette question, il y a un chapitre dans mon livre sur cette question. Il y a une autre question qui a été posée, à laquelle je voudrais répondre, qui me paraît très très importante. C'est une question qui a été posée par un auditeur. Qui dirige l'historiquement correct? Est-ce qu'il y a un ou des historiquement corrects? Ça, c'est une question centrale. Oui. Ma conviction est que personne ne dirige l'historiquement correct. Et je dis ça parce que je veux le dire au micro, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour ceux qui ne se donneraient pas la peine de lire mon livre. Je ne défends nullement la théorie d'un quelconque complot. Il n'y a pas un chef d'orchestre clandestin qui dirige toute cette machine de désinformation. L'historiquement correct, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est en fait l'accumulation de différentes strates idéologiques. Il y a l'époque il y a des vieilles erreurs historiques qui datent des temps les plus lointains, depuis le même qu'on trouve au XVIe ou XVIIe siècle. Il y a l'époque des Lumières, il y a le XIXe siècle, il y a le XXe siècle avec la période marxiste. Il y a aujourd'hui notre lecture droit de l'homiste de l'histoire. Voilà, toutes ces strates idéologiques se superposent et finissent par former l'historiquement correct. Voilà. Mais l'historiquement correct n'a pas une seule source, je ne le crois pas, et donc il n'y a pas derrière un agent unique qui meut l'historiquement correct. L'historiquement correct, c'est une succession d'erreurs, c'est une somme d'erreurs, et il y a beaucoup d'historiens qui travaillent à les dénoncer. Alors, pas d'autres réponses? Moi, je réponds très vite à l'auditeur qui me demande quand viendra le général Gallois. Très prochainement. Un autre qui dit pourquoi vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui veulent devenir français? Je pense que c'est la moindre des choses. Et puis, il y a une question. Comment en finir avec l'historiquement correct? C'est la question que je compte poser à mes invités dans cette seconde partie d'émission. Mais comme Henri Amoureux est en train de plier ses bagages... On peut être tranquille, on n'en finira pas. D'abord parce que si on n'en finira pas. D'abord parce que si on en finissait, Jean Sévillard n'écrirait pas un tome 3. On ne finira pas. On ne peut pas en finir d'ailleurs. D'ailleurs, on le remplacerait par un autre politiquement correct. C'est ça le véritable problème. Il est là. On ne peut pas. C'est comme ça, parce que c'est comme ça. Jean Sévillard disait il n'y a pas de chef d'orchestre. En effet, il n'y a pas de chef d'orchestre. Disons qu'il y a un climat. Et le climat le plus grave, pas pour tous, ce climat finit par influencer ceux qui écrivent et ceux qui ne sont pas trop assez forts de caractère. Il les influence, il fait naître l'autocritique. C'est-à-dire, vous retenez des mots sur une page, vous retenez des phrases et vous retenez des faits, quelquefois, ce qui est le plus grave. Vous retenez des faits, vous dites non, je ne vais pas jusque-là parce que je vais me faire attaquer. Voilà, c'est ça. On est pris sous le feu de la calomnie, de la médisance. On est attaqué et on n'a pas la possibilité. Je suis frappé par quelque chose. Il y a des journaux qui reçoivent beaucoup de correspondances et je suis frappé lorsque le droit de réponse, qui est un droit légal, prend pour titre le mot correspondance. Ce n'est pas du tout innocent. Pas du tout innocent. Je suis journaliste, comme Jean Sévillard est journaliste. Je sais que si on met correspondance, c'est moins lu que si on met droit de réponse. Voilà une perversion de l'esprit. Je vous quitte. Merci. Merci, cher Henri Amoureux. À bientôt. Et votre livre paraît quand? Je suis en train d'écrire et puis alors j'ai ma vie un petit peu hachée, un petit peu gaspillée. Et
Je travaille beaucoup, mais pas assez. Je ne travaille pas assez, alors en ne prenant pas un jour de vacances. Ça me passionne, j'ai une vie très heureuse, j'ai la vie que je voulais faire quand j'avais 13 ans ou 14 ans. Donc je suis très heureux et j'espère que ça va continuer longtemps. Mais étant donné mon âge, je me demande si ça va continuer très longtemps. Non seulement nous l'espérons, mais... Parce que c'est une époque sur laquelle on a beaucoup menti. Et ceux qui ont menti pour des raisons souvent qui ne sont pas de très bonnes raisons. Ils ont fait de la France une image fausse, ils ont donné à la France une image fausse. C'est infiniment plus compliqué. Les quatre années tragiques, ce sont 4 années avec des étapes. Et des étapes où tout change, quelquefois en 2 jours, je le disais l'autre jour devant des confrères. Entre le 20 juin 1941 et le 23 juin 1941, il n'y a que 2 jours ou 3 jours. Mais tout change, parce que les Allemands attaquent la Russie. Et qu'à ce moment-là, tous les communistes basculent tous dans une forme de résistance qui sera différente de la résistance gaulliste, mais qui leur coûtera cher, il faut dire la vérité. Entre le 7 décembre, le 6 décembre 1941 et le 8 décembre ou le 9 décembre 1941, 3 jours ou 4 jours, oui, mais le Japon attaque les États-Unis et l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Si vous, en sortant tout à l'heure dans la rue, si on demande qui a déclaré la guerre, on vous dira les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Non, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre. Donc, 3 jours et tout change. Toc, vous avez tourné le bouton. C'est ce qu'il faut comprendre. Et puis il y a des lenteurs. C'est comme une étape du Tour de France. Une étape du Tour de France, j'ai suivi 4 étapes dans les Alpes. Une étape du Tour de France, il y a du plat, puis il y a des montées, puis ça redescend, mais c'est comme ça. L'histoire, c'est aussi comme ça. L'histoire, c'est par étapes. Il y a des cols, il y a des pics, et puis il y a du plat, et puis les gens, ils s'occupent de leur vie quotidienne, ils s'occupent du colis aux prisonniers, ils s'occupent du ravitaillement du tabac, Tenez, j'ai retrouvé, je vais partir parce que je ne veux pas vous embêter, j'ai retrouvé une lettre de Gide à Martin Dugard. Qui est du mois d'août ou septembre 1940, je vais la citer. Et toute une longue lettre, qui est uniquement, cette longue lettre est uniquement écrite pour expliquer comment il remplit son stylo. C'était l'époque, les auditeurs se souviennent sans doute, où on avait un flacon d'encre, on aspirait l'encre, on le mettait dans le stylo, etc. Bon, et Martin Dugard, la lettre de Gide à Martin Dugard, c'est uniquement août 40, avec le plus grand désastre de la France. Bon, août 40. Je ne le critique pas, je le comprends parfaitement. Son souci, c'était de savoir comment remplir son stylo pour pouvoir écrire son journal dans lequel il ne désapprouvait pas ce qui se passait, parce qu'il était pris, lui aussi, dans cette profondeur du drame. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut comprendre que les gens ont évolué. C'est pas scandaleux d'évoluer. Ils ont évolué, sauf peut-être des personnages comme De Gaulle, sont peut-être des personnages comme ça, à travers leur caractère. Il faut à ce moment-là réfléchir à leur caractère. Bon, mais... les Français ont évolué, c'est l'histoire d'évolution familiale, d'évolution personnelle, c'est ça qui est passionnant, d'évolution. Comment ? Enfin bref, je m'arrête. Parce que si on parlait de l'Église, comment cette Église qui a mis Pétain sur les autels, et puis au procès du maréchal Pétain, il n'y a pas un effet qui est venu. Et Dieu sait qu'ils ont balancé l'encensoir. Et Dieu sait que le maréchal Pétain n'était pas un saint des hôtels. C'était un homme avec ses passions d'homme. Mais il y a eu une béatification pendant 2 ans et demi. Et puis après, tout ça a changé. C'est le phénomène des évolutions. Nous évoluons tous, et puis nous mourrons et nous n'avons même pas mesuré nos évolutions. Voilà, je vous quitte. Bonsoir. Eh bien, merci d'être venu. De leur gentillesse. Et permettez-moi de vous dire que vous avez un devoir, c'est de durer. Parce qu'on a besoin de vous. Non mais pardonnez-moi, mais moi c'est un droit. Au revoir Henri Amouroux, à bientôt. Alors tout à l'heure, l'auditrice ou l'auditeur, je ne sais plus, a formulé la question comment en finir avec historiquement correct. Henri Amouroux a dit qu'on ne pouvait pas en finir. Je change donc la question pour vous la poser. Comment lutter contre l'historiquement correct ? Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie et que nous sommes réunis à l'occasion de la publication du livre de Jean Sévillia, Historiquement correct, sous-titré Pour en finir avec le passé unique aux éditions Perrin,
qui est un ouvrage considérable. Jacques Dupaquier, comment lutter contre l'historiquement correct? D'abord, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Ça se fait avec le temps. Je vous rappelle que au moment où on a préparé le bicentenaire de la Révolution française, on avait embouché d'avance les trompettes de la gloire, et on avait le sentiment que ça allait se passer comme en 1889, dans une commémoration consensuelle. Et voilà qu'après le refus de Furet, on avait donc chargé un autre historien d'organiser la commémoration. Et il y a eu, je crois, plus de 100 colloques et congrès organisés sur le bicentenaire de la Révolution. Il y en a eu jusqu'au Japon. Et le grand maître des cérémonies, qui est allé partout à Paris, et François Furet m'a dit, et quand il est rentré, j'avais écrit 2 livres et j'avais occupé le terrain. Et alors effectivement, rappelez-vous, depuis 1989, on ne peut plus parler de la Révolution comme on en parlait avant, au moins dans l'enseignement supérieur, parce que l'historiquement correct, il faut un certain temps tout de même pour descendre du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur à celui du secondaire et ensuite à celui dans l'enseignement primaire. Rien n'a encore changé. Ils sont pas au courant que entre-temps, Furet avait changé complètement la donne, les règles du jeu. Est-ce que je peux prendre un exemple un petit peu à l'écart de l'histoire? Bien sûr. Qui a été... j'ai suivi de très près l'image de l'URSS dans les manuels de géographie. Ah, oui. Et j'ai fait une communication même là-dessus, intitulée, qui a, dans les années 81 et 82, intitulée « La déstalinisation des manuels de géographie », mais j'ai eu le tort de ne pas accepter la proposition de Jean-Claude Casanova de le publier dans le commentaire. Mais je connaissais bien la question, car j'étais responsable de l'histoire et de la géographie, avant de faire de l'enseignement supérieur, aux éditions Bordas. Et voilà, donc, aux éditions Bordas, on avait entrepris de rénover les livres, et les ventes augmentaient. On a donc sorti les manuels de géographie du collège, 6e, 40 000 exemplaires vendus, 5e, 50 000 exemplaires vendus, et on arrive en 4e où le programme portait sur l'Europe et l'URSS. Et là, nous avons cassé le morceau, c'est-à-dire que nous avons refusé toutes les photographies de l'agence Novosti pour les remplacer par des photographies, et j'en avais réalisé moi-même ayant voyagé en URSS. Nous avons demandé à un spécialiste de démographie de publier la pyramide des âges de l'Union soviétique, ce que personne n'avait fait et qu'on pouvait qualifier d'arbre de Noël sanglant, et on a poussé la provocation jusqu'à reproduire une photographie du mur de Berlin. Vous imagineriez, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer l'avalanche qui nous est tombée sur le dos. Chaque envoi de spécimens était accompagné d'un questionnaire avec commentaires. Je ne peux pas tout vous dire, j'occuperai le restant de l'heure, mais enfin, le plus amène, c'était en lettres bâton, c'est effrayant de bêtises et de mauvaise foi. Le plus perfide, une lettre à l'éditeur Bordas. Monsieur l'éditeur, nous admirons vos livres. Dans notre lycée, nous avons tous les Bordas dans toutes les matières depuis la 6e jusqu'au terminal. Jugez de notre surprise quand nous avons reçu le torchon signé par monsieur Dupaquier et consorts. Nous voilà obligés de reconsidérer entièrement notre position. Alors Bordas, qui était un grand éditeur, m'a dit regardez ce qu'on m'écrit. Il a maintenu, un autre éditeur aurait cédé, et nos ventes sont tombées des 50 000 du livre de 5e à 20 000 en 4e, et elles sont remontées à 60 000 ensuite au 3e. C'est vous dire la difficulté qu'il y a eu. Il a fallu 15 ans pratiquement pour que la vérité sur l'Union soviétique perce à travers les manuels de géographie. Je pourrais en dire autant des manuels d'histoire. Merci.
Merci Jacques Dupaquier. Jacques Kers, brièvement, en quelques minutes, comment lutter contre l'historiquement correct? Le plus rapidement possible, je vous dirais que je n'y crois pas. Mais enfin, quand même, donnons quelques conseils. Vous ne croyez pas à quoi? À ce que l'on puisse lutter. Ah, mais peu importe, il faut lutter. Bon, alors luttons. Et disons à nos auditeurs qui, nous voyons et je sais très bien par ailleurs, qu'ils sont curieux de ces choses et déjà très informés, que je crois que la précaution à prendre, ce qu'ils doivent faire, c'est penser que l'histoire ne peut jamais se résumer en des simplicités, ne peut jamais être menée d'un point de vue idéologique, et que surtout elle ne s'enferme pas dans des règles générales. C'est là le problème. Il faut aller aux diversités. Or, si l'histoire, j'aurais voulu le dire un peu plus longuement, mais je vais oublier tout à l'heure, si l'histoire est souvent incorrecte, je vais vous dire pourquoi. Souvent, c'est parce que les documents qu'ont étudiés les historiens n'étaient pas des documents authentiques. Quand je dis qu'ils n'étaient pas authentiques, je ne veux pas dire qu'ils étaient faux, mais je veux dire que c'était des documents déjà falsifiés au départ. En réalité, une très très grande partie de l'histoire a été écrite à partir de chroniques, à partir de contemporains. Imaginez un peu ce que serait maintenant si nous imaginons que dans 50 ans, on va faire l'histoire de notre période à partir des mémoires et des livres des hommes politiques d'aujourd'hui. Or, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui plaît malgré tout au public. On comprend très bien. Il est beaucoup Je n'en doute pas. Mais oui, il est beaucoup plus facile de faire une histoire en lisant Philippe de Comines qu'en allant chercher les lettres de Louis XI, parce que je vous assure que c'est un autre travail. Et il était normal que l'on commence par cela. Et il est normal que l'on continue parce que c'est beaucoup plus facile. Les chroniques, les documents accessibles sont publiés. Ils sont traduits en bon français. Vous lisez ça à toute vitesse. Si vous êtes obligé d'aller dans les archives, M. Sévilla avait raison tout à l'heure, il parlait des historiens qui se fatiguent dans les archives, là vous avez la réalité. Mais il faut y aller. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Je vais prendre un dernier exemple d'erreur. On vous a dit et écrit sans arrêt qu'au Moyen-Âge, l'Église était tellement terrible qu'elle interdisait le prêt-intérêt. Donc il n'y avait pas d'affaires, il n'y avait pas de prêt-intérêt, et c'est comme ça qu'ils ont fait la réforme pour pouvoir. C'est absolument faux. Et il s'agissait simplement d'une minute de réflexion pour savoir que la multiplicité des interdictions ecclésiastiques est au contraire la preuve de la multiplicité de la pratique. Plus on défend, ça veut dire plus on le fait. Mais si vous voulez savoir comment on pratique le prêt-intérêt et tout, eh bien il faut aller dans les documents. Et ça, je peux vous en parler. Aller dans les documents d'archives pour voir des bons hommes en train de se torturer pour savoir comment ils vont prêter sans que ça se sache. Mais ça, c'est un exemple. Voyez-vous, donc, je dirais, si je peux me permettre comme, non pas un conseil, une recommandation, essayez de voir la diversité et la réalité des choses et des conditions. Merci Jacques Kers. Alors, Jean Sévilla, comment lutter contre l'historiquement correct? Vous avez 5 minutes. Je suis à la fois très bien et très mal placé pour répondre à cette question, parce que, à ma place, eh bien, j'ai écrit un livre pour lutter contre l'historiquement correct. Alors, il ne m'appartient pas de m'adresser des compliments, mais en tout cas, ni de faire ma promotion au sens commercial du terme, mais j'ai cherché avec ce livre à offrir un instrument au public qui soit un instrument bien qui puisse leur servir. Je sais que l'homme moderne est pressé, l'homme moderne a peu de temps pour lire, et moi, ma fonction professionnelle fait que je lis beaucoup, et je lis beaucoup de livres d'histoire, et donc j'ai pris la peine de dresser une synthèse qui donne au lecteur de ce livre un panneau, une vision d'ensemble sur les thèmes principaux qui sont utilisés aujourd'hui en histoire par le politiquement correct, et je leur fournis des réponses. Je dis, ce n'est pas moi qui fournis les réponses, ce n'est pas moi Jean Sévilla, moi je ne suis en quelque sorte le porte-parole, je me fais le porte-parole des historiens de profession, des historiens de métier. Je le disais tout à l'heure, je cite 150 historiens professionnels, 150 historiens vivants, aujourd'hui je cite dans ce livre. Et c'est ça le deuxième point que je voulais souligner, qui me paraît très important et qui me paraît un élément d'espoir. Des éléments négatifs, des éléments qui nous tendraient à nous rendre pessimistes, il y en a une multitude. C'est vrai qu'il y a le poids de l'inculture contemporaine,
il y a le poids des médias, il y a le poids des préjugés scolaires. Les manuels scolaires sont une véritable machine à désinformer, à ne pas apprendre l'histoire, puisque il y a une vingtaine d'années, en effet, Jacques Dupaquier le rappelait tout à l'heure, on a rompu avec la chronologie et les manuels du secondaire. Si vous prenez un manuel du secondaire d'aujourd'hui, on est dans le thématique, on est dans les sciences humaines, on est dans le sociologique, mais il n'y a pas de repère chronologique et on demande à des étudiants, pas des étudiants, que dis-je, on demande à des lycéens de seconde ou de première de raisonner sur l'histoire comme s'ils étaient présentaient le concours d'agrégation, mais sans qu'ils aient les connaissances nécessaires. Bon, tout ça sont les éléments négatifs. L'élément positif qu'il faut souligner, et je dirais que moi ça m'a frappé en travaillant sur ce livre, c'est que sur tous les sujets que j'ai travaillés, eh bien j'ai vu qu'il y avait des historiens qui avaient des réponses. C'est-à-dire que les préjugés dominants qui sont ceux de l'historiquement correct, en réalité sont battus en brèche sur le plan scientifique par des historiens de haut niveau. Il y a dans la recherche actuelle, chez les grands universitaires, chez les grands historiens, il y a des réponses. Les mensonges de l'historiquement correct ou du politiquement correct en histoire sont des historiens prouvent précisément que ce sont des mensonges. Les réponses existent et des historiens donnent les vraies réponses historiques aux préjugés. Et ça me paraît très très important et moi ça m'a frappé. Parce que j'ai travaillé pour ce livre depuis le Moyen-Âge jusqu'à la guerre d'Algérie. J'ai balayé un millénaire d'histoire, mais en lisant les spécialistes, et j'ai constaté cette convergence de gens qui travaillaient à partir de disciplines et d'époques différentes, cette convergence de vues sur une certaine révision des mythes qui sont actuellement dominants. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Alors pour savoir quand est-ce que ça se répercutera dans le grand public, quand est-ce que ça se répercutera dans les manuels scolaires, ça je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la baguette magique, mais déjà c'est très très important. Et il est très important notamment de constater que les historiens eux-mêmes, la communauté historienne a évolué. C'était un milieu qui était autrefois très marqué à gauche, c'était un milieu qui a été largement dominé par le marxisme jusqu'aux années 70, et les historiens ont évolué. Il y a un nom qu'on a cité plusieurs fois ce soir, mais qui est à mes yeux un nom tout à fait considérable, c'est celui de François Furet. François Furet, qui est communiste, qui quitte jusqu'en 1956. En 1956, Budapest, la révolte de la Hongrie, il est révolté moralement par la révolte des Hongrois, et il quitte le Parti communiste, et François Furet commence à faire un travail sur la Révolution française avec un préjugé favorable à la Révolution française. Et puis au fur et à mesure qu'il travaille son sujet, eh bien, il s'aperçoit qu'il y a une contradiction terrible dans la Révolution française qui est censée être le moment fondateur de la démocratie. Or, rien n'est démocratique dans la Révolution française. Et quand on prend l'ensemble de l'œuvre de Furet, plus on avance dans les livres que François Furet a publiés, plus il est une position qui est de plus en plus hostile à la Révolution, pour finir sur une position qui est libérale conservatrice, mais qui est quasiment contre-révolutionnaire à la fin. Donc ça veut dire que les esprits honnêtes peuvent évoluer, les vrais chercheurs, ceux qui sont confrontés aux faits et ne sont pas aveuglés par l'idéologie, eh bien, peuvent changer d'idée. Et donc ça me paraît très très intéressant. Prenons un autre exemple, un homme comme Le Goff, qui est aujourd'hui une sommité censée médiatiquement, on nous dit toujours, c'est l'historien qui fait référence dans les médias sur le Moyen-Âge. Moi j'en connais des meilleurs, mais enfin, c'est intéressant de noter que Jacques Le Goff, qui était marxiste il y a 40 ans, a publié il y a 4 ans une biographie de Saint-Louis, je veux dire, une biographie de Saint-Louis où on sent bien que Le Goff est fasciné par son personnage. Donc voilà un ancien communiste fasciné par un roi chrétien et par un saint. Donc nous avons là des évolutions qui sont très 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 importantes. Donc il ne faut pas perdre courage, il faut se battre. À ma place et avec mes armes, c'est ce que j'ai fait en écrivant ce livre. Merci Jean Sévillia. Alors moi je vais répondre brièvement à la question comment lutter contre l'historiquement correct. Eh bien d'abord, en lisant le livre de Jean Sévillia, Historiquement correct, pour prendre conscience, pour les 15 époques qu'il a choisies, qui s'étalent sur 1000 ans, pour prendre conscience de la différence entre ce qu'on raconte, c'est-à-dire l'historiquement correct, et la vérité. Deuxièmement, en lisant ce livre, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'historiens cités, et ce sont des gens recommandables. Et comment lutter contre l'historiquement correct?
Eh bien, en lisant les ouvrages des historiens invités à Radio Courtoisie. Et il y a quelquefois des erreurs, mais disons que dans 95% des cas, nous ne nous trompons pas. Et 95% des historiens invités à Radio Courtoisie sont des gens loyaux, honnêtes, considérables, et qui peuvent vous instruire, vous permettre de lutter contre l'historiquement correct. Alors messieurs, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Nous allons en consacrer 7 ou 8 à Radio Courtoisie, et ensuite vous aurez les mots de la fin. Alors messieurs, il nous reste 5 minutes, et je voudrais à chacun de vous, le mot de la fin sur cette émission, c'est-à-dire sur l'historiquement correct, le livre de Jean Sévillia et le combat pour l'historiquement correct. Alors je reprends dans le même sens. Jacques Dupaquier. On savait que l'historiquement correct existait. Merci à Jean Sévillia. D'avoir concrétisé ça. Votre livre est extrêmement utile. J'espère qu'il viendra une seconde édition. Et il me semble que vous pourriez peut-être étoffer davantage le chapitre sur la Révolution. Sur la Révolution, pardon. Jacques Herz. Oui, je prends la parole. Mais le livre, il faut le lire. J'en ai lu une très grande partie et je vais voir la suite. Je dis que ce qu'il apprend aussi, c'est, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, monsieur, c'est la complexité des choses. Et il faut que les lecteurs se mettent en tête qu'il faut envisager une connaissance, une introspection du passé avec beaucoup de modestie. C'est cela le problème, n'est-ce pas? Je suis frappé lorsqu'ici, ça m'arrive quelquefois, j'entends des auditeurs, les lettres sont lues, parler de l'obscurantisme du Moyen-Âge. Alors là, écoutez, des gens qui regardent la télévision tous les jours, n'est-ce pas? Et qui en sont à faire ouais, bisous, bisous dans leur portable, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vous parlent d'obscurantisme, je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai peur que ce soit un petit peu l'attitude qu'il faut absolument condamner. Merci Jacques Herz. Jean Sévillia, vos mots de la fin, vous avez plusieurs minutes, vous, car ces deux grands maîtres n'ont pas utilisé tout le temps que je leur offrais. Donc vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes, c'est beaucoup. Pour dire, d'abord vous dire ma gratitude de cette émission organisée autour du livre. Je crois que je n'ai pas vérifié, mais je suis quasiment certain que les 3 historiens que vous aviez invités ce soir sont cités dans mon livre. Je dis cela pour souligner que la chaîne des esprits libres qui existent en matière d'histoire existe. Il faut se défier d'un regard trop pessimiste. Je crois qu'il y a aussi dans notre société qui se porte mal et qui est malade, mais il y a quand même des éléments d'espoir et il y a une évolution des esprits qui s'opère. Je l'avais dit au moment de mon livre sur le terrorisme intellectuel et je maintiens ce propos. On voit qu'il y a des esprits qui changent et on voit que certains thèmes qui étaient inabordables naguère peuvent aujourd'hui être envisagés. Il y a quand même la chape de plomb du marxisme qui est tombée sur le plan intellectuel. Il y a aussi, on commence à revenir un peu de cette philosophie dominante qui est le droit de l'homisme, ou du moins aujourd'hui on peut le critiquer, ce qui naguère n'était guère possible. Face aux enjeux de notre société, face à ce problème immense qui est celui de l'éclatement de notre société entre différentes cultures, parce qu'on a introduit des cultures et des religions différentes sur le sol français, eh bien, il y a quand même des esprits qui réfléchissent et qui sont alarmés et qui prennent conscience des difficultés devant lesquelles nous sommes. Et l'histoire est un enjeu qui ne concerne pas que les spécialistes, c'est un enjeu pour tous les citoyens, c'est un enjeu pour tous les Français. On forme une communauté, une collectivité quand on a une histoire commune, quand on a des souvenirs en commun. Reconstruire une histoire aujourd'hui, avoir une histoire de France ou une histoire de notre civilisation occidentale est une nécessité. Et lutter contre l'historiquement correct est
devoir civique, à mon sens, c'est vraiment un devoir. Il s'agit de travailler pour demain, pour les générations de demain. Cet enjeu donc me paraît tout à fait primordial et c'est pour ça que je suis heureux de cette communion de pensée que nous avons eue ce soir avec des historiens de métier, des historiens de grande réputation, moi qui suis un journaliste, en quelque sorte le vulgarisateur de ces spécialistes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les esprits qui réagissent contre l'historiquement correct sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Merci, cher Jean. Et j'ajoute, je le répète, que le livre de Jean Sévillia, historiquement correct, sous-titré Pour en finir avec le passé unique, est publié aux éditions Perrin. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je demande pardon à tous ceux dont nous n'avons pas pu lire les messages, ils sont trop nombreux. Je remercie mes invités qui ont été merveilleux, je remercie la technique et je vous dis à tous à lundi prochain.